Chers internautes, bonjour. Merci de nous retrouver aujourd'hui sur cette ère de musique militaire. Bon, je ne suis pas certain que tout le monde l'ait reconnu. C'était une musique de l'ère napoléonienne, car aujourd'hui, dans ce Belliludi, nous recevons une nouvelle équipe, donc d'auteurs, de développeurs, de dessinateurs de la société Chaco, dont nous allons parler bientôt, pour parler de Napoléon 1806, un jeu sur la brillantissime et célèbre campagne de Napoléon, donc, qui, en 1806, détruisit la Prusse. Alors, on retrouve aujourd'hui Denis Sauvage, enchanté, un auteur qui va nous raconter sa vie, son œuvre bientôt, car un certain nombre d'entre vous devraient le connaître. Nous avons le développeur, celui qui l'a aidé dans cette entreprise, somme toute difficile, donc Julien Busson. Voilà, bonjour à tous. Et l'illustrateur, celui qui va nous parler de la carte, celui qui va nous parler de la couverture, Nicolas Treille. bonjour à tous. Voilà, donc nous sommes réunis en pleine forme. D'ailleurs, c'est presque une concordance de temps, hein, novembre, la campagne. C'est exact, voilà. 1806, nous y sommes. Alors, Denis. Oui, la Prusse est déjà en débâcle, hein, on est au mois de novembre 1806, donc voilà. C'est presque fini. C'est presque terminé. Voilà. D'accord. Bon, de toute façon, on reviendra sur l'épisode historique. Tu nous parles un petit peu de ta vie, ton œuvre, Denis? Oui, exact. Donc moi, je suis donc Denis Sauvage, je suis enseignant dans le primaire, et puis j'ai toujours été passionné par l'histoire et en particulier pour le Premier Empire et l'épopée napoléonienne. Donc depuis tout petit, j'ai donc joué aux jeux de simulation historique et puis de fil en aiguille avec l'expérience et puis l'envie de créer aussi des simulations qui allaient dans le sens de l'histoire que je concevais par rapport aux jeux. Je me suis mis à produire, à créer différents jeux qui ont été publiés. Alors, voilà. tu nous as amené justement quelques jeux parus. On commence par les maréchaux. Voilà, donc principalement, j'ai eu une série, un système de jeu qui s'appelle les maréchaux. Donc il y a maintenant 4 opus qui sont sortis et le 5e va sortir. Donc alors on a les maréchaux 1, les maréchaux 2, c'est simple, hein, 3 et 4. Voilà. Donc, de toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà, les maréchaux, c'est la marque de fabrique en fait du système de jeu. Oui. Et alors parle-nous rapidement du système de jeu justement. Les maréchaux, c'est un jeu stratégique, opérationnel, tactique? C'est un jeu opérationnel. L'idée des maréchaux, c'est de simuler toutes les campagnes qui ont eu lieu loin des yeux de l'empereur. Donc elles mettent en valeur, en dehors de Napoléon Ier ou de Bonaparte, tous ces subalternes qui ont été nombreux et qui, sur tous les fronts européens, ont mené des campagnes sûrement aussi tendues et palpitantes que celles menées par Napoléon, qu'on l'on connaît mieux. On reprend. Maréchaux 1, ça traite de du Portugal, donc Junot au Portugal. Voilà. Maréchaux 2. On est de retour, cette fois-ci on est en Espagne. Voilà. Espagne. Maréchaux 3. Alors là, par contre, il y a deux campagnes. Il y a la campagne d'Ojoro en France, en 1814, et puis celle de Gênes, de Beauharnais en Italie, sur le Mincio. Et Maréchaux 4. On est de retour en Espagne avec le roi Joseph et Talavera. Voilà. Donc, c'est-à-dire que, Denis, ça fait combien de temps? Ça fait bientôt 10 ans, le projet des maréchaux? À peu près, oui. Donc c'est un auteur qui travaille depuis longtemps sur la geste napoléonienne. Alors, certains ont été publiés chez Vaevictis, voilà, ou tous? Non, 3 sur 4 ont été publiés chez Vaevictis, et le dernier... Tiens, alors attends, on va montrer. Voilà. Ça, c'était... tiens, voilà, justement là, les maréchaux 3. Hop. C'est bon, déjà? Ouais, ok, voilà. Ça, c'était... chez Vaevictis. Et puis la dernière publication, voilà, c'est chez Ludifolie, un autre éditeur donc, de jeux de simulation français, voilà, qui est aujourd'hui distribué par Pixie Game, donc une nouvelle société également qui s'est montée. Voilà, donc vous voyez, et ça se présente en fait sous forme de fascicules. Voilà, ce sont des livrets. Les livrets, fascicules, donc avec une carte, avec des pions. Voilà. Des pions. Ok, très bien, merci beaucoup. Julien, toi, on se connaît un petit peu, tu es un wargamer dans le dur. Alors, comment tu en es venu à aider, si ce n'est que vous n'êtes pas très loin l'un de l'autre, géographiquement parlant, à aider Denis? Alors déjà, pour revenir sur l'historique un peu, on est en Dardèche, à Aubenas. Donc c'est un peu perdu et c'est pas vraiment une terre de wargamer phénoménale. Et il y en a au moins 2. Et je me souviens, la première fois que Denis m'a contacté, c'était par mail. Il m'a dit t'es sur Aubenas, ça fait des années que j'attends qu'il y ait un wargamer dans le coin et autres. Est-ce que tu veux pas jouer avec moi? Et puis ça a commencé comme ça. Et puis, ça fait combien de temps? Ça fait 8 ans qu'on se connaît, non? Même plus que ça, je crois. Ouais, peut-être 10 ans. Bon, voilà, le temps passe. Et avec le temps, on a commencé à jouer. On essaye de jouer quasiment une fois par semaine ensemble.
On s'est rendu compte avec le temps, avec la famille haute, que les grands jeux qui prenaient beaucoup de temps, qui étaient compliqués et autres, c'était plus trop notre tasse de thé. Donc on s'est dirigé de plus en plus vers des jeux relativement accessibles et simples, tout en ayant des jeux qui soient historiques, parce que c'est quand même une passion, hein, l'histoire. La simulation des événements historiques et autres, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Et puis bon, Denis, il publiait des jeux. Bon, moi aussi, j'ai un peu des choses dans les cartons, donc voilà, on en parlera peut-être un peu après. Et c'est tout ça, bon, ben, ça a fait... c'est en rentrant des jeux de Cannes qu'on se disait ah, ça serait bien si on publiait notre jeu quand même, ça serait intéressant pour vraiment, vraiment aller au bout de ce qu'on avait envie, donc faire quelque chose d'historique, de ludique, d'accessible, l'ouvrir un peu plus au grand public, parce qu'on se rendait compte, notamment sur des conventions comme Cannes, quand on jouait à des grands Monster Games, comme on les appelle dans le monde du jeu d'histoire, sur par exemple Arnhem ou sur d'autres choses comme ça, qui avaient vraiment un intérêt des gens, de tous les gens pour la chose historique. Et puis ils s'arrêtaient, ah mais c'est l'Italie, donc c'est quel moment, donc c'est Napoléon, ah mais c'est Arnhem et autres. Donc on voit qu'il y a, moi je pense qu'il y a vraiment un renouveau du jeu de société en règle générale. Et Trick Track en est la preuve d'ailleurs, je pense réellement. Et donc on voulait vraiment lier l'aspect vraiment historique, donc quelque chose qui soit assez fidèle en termes de simulation, et l'aspect ludique, accessible, simple, avec du matériel de jeu qui soit au niveau des meilleures productions, des meilleures productions de jeux. Parce qu'en effet, c'est la raison pour laquelle nos amis nous rejoignent aujourd'hui, c'est parce que dans ce Belliludi, on va vous présenter un jeu de simulation historique qui est, on peut le dire, destiné famille, qui est d'un niveau de complexité de tous les jeux de société aujourd'hui qui sont présents sur le marché, que ce soit à Cannes ou Essen. On le verra à travers les mécaniques, puisqu'on est là pour en parler, et vous allez vous rendre compte qu'en effet, ce n'est pas une gageure que de dire j'ai un jeu d'histoire, j'ai un jeu de simulation, mais c'est accessible, c'est ludique et ça peut jouer, allez, c'est 60 minutes, hein, je crois, ou à 90 minutes. Voilà, 90 minutes. Bon, le dernier à faire partie de cette bande, Nicolas. Ben oui. Alors, donc, toi, ton apport, ton travail, ton intérêt pour la geste napoléonienne. Pour ce projet, en fait, j'avais jamais travaillé sur ce contexte historique-là, donc l'attrait de la nouveauté m'a plu. Donc, comme pour chaque projet, il y a beaucoup de documentation à avoir, donc un gros travail de recherche à faire au départ. Et puis voilà, j'aime bien aller là où je ne suis jamais encore allé, j'aime bien tester. Alors toi, ton travail en tant que graphiste illustrateur, en dehors donc du jeu de société et du jeu de simulation, quel est-il ? En fait, moi je suis graphiste depuis 15 ans, illustrateur depuis 7 ans. D'accord. J'avais commencé à travailler au niveau de l'illustration dans un domaine complètement différent, c'était l'archéologie. D'accord. En fait, donc les restitutions archéologiques avec l'INRAP notamment. Et puis je suis venu au jeu après par affinité en commençant à faire mes propres plateaux à titre personnel. Et du coup j'ai un auteur qui est venu me chercher en fait il y a quelques années qui s'appelle Arnaud de la Siga et qui m'a permis de travailler sur le projet No Man's Land. Et il était chez Ludifolie, donc que tu peux voir, un jeu qui a été édité d'ailleurs cette année, donc sorti pour les commémorations autour des batailles de la Première Guerre mondiale, notamment Verdun. Exactement. D'ailleurs, on est en train de travailler aussi sur un autre projet, là qui sortira pareil par Kickstarter avec un éditeur américain qui est DVG Games, qui traitera de la guerre des mondes d'H.G. Wells. D'accord. Voilà, j'espère que je ne fais pas d'entorse. Non, justement, on est là pour avoir de l'information. Voilà, donc nous, on veut de l'info. Et nos internautes également. Bon, de toute façon, on va revenir après sur tes illustrations, tes dessins. Ouais. Alors, bon, on va rentrer maintenant vraiment dans le vif du sujet. Bon, Denis, la campagne de 1806, pour tous ceux qui connaissent un petit peu Napoléon, c'est une campagne où la Prusse se fait détruire en quasiment un mois. C'est une campagne qui, historiquement parlant, est l'une des plus grosses défaites donc, pour un État fort en Europe donc, à cette période de l'histoire. Alors, pourquoi avoir choisi justement cette campagne qui est quand même pas évidente à simuler? Et ensuite, tu as amené quelques sources, évidemment, historiques. Et quelles sont les sources sur lesquelles tu as pu t'appuyer? Bon, très bien. Il faut savoir que au départ, la volonté de faire un jeu court entraînait de choisir une campagne qui a été courte, quoi. Donc c'est vrai que si on partait sur une campagne très longue comme celle de 1813, on retombait dans les travers, à mon avis, du jeu d'histoire, c'est-à-dire des parties de 5 ou 6 heures qui ne sont pas toujours abordables pour tout le monde. Donc j'ai choisi cette campagne parce que justement elle est la première partie, celle qui amène aux batailles de Jena et d'Austadt,
Et la victoire française avant la poursuite, c'est celle qui est la plus intéressante, et surtout aussi parce qu'il y a beaucoup de mouvements. Et c'est vrai que dans le jeu d'histoire, pour qu'il y ait des possibilités d'ouverture, de renouvellement des parties, il faut que la situation stratégique elle soit originale et en même temps avec de nombreuses possibilités. Et donc là c'est le cas parce qu'on est dans la situation où après 1805 et puis la victoire d'Austerlitz, donc c'est la 4e coalition qui se forme et la Prusse entre en guerre, pose un ultimatum à Napoléon Ier, qui avait un petit peu anticipé cette D'ailleurs, les troupes guerre. françaises n'étaient pas rentrées en France, elles étaient positionnées chez les alliés allemands au sud de la Prusse. C'est pour ça qu'elles vont. Voilà, elles vont tout de suite réagir. Donc en fait, on a dans la situation la barrière naturelle de la forêt de Thuringe qui sépare les deux armées On va voir ici sur la carte. Tiens, Germain, si tu peux revenir sur la carte, c'est bon. Ici. Donc les Français seront au sud. Ici, vous avez un axe sud-nord. Les Français seront au sud. Ici, tu as la barrière dont tu parles, qui est un massif boisé montagneux. Et vous avez ici la ville de Leipzig, Berlin étant en fait plus haut. Voilà. Donc le but de Napoléon, c'est de foncer justement sur Berlin. Donc l'intérêt du jeu, c'est que pour nous, c'est de jouer dans une situation où on est en double aveugle. Donc c'est si bien que chaque joueur ne va pas connaître exactement les dispositions de son adversaire. Alors je fais une petite précision, c'est que tu as deux modes de jeu. Oui. Tu as le mode de jeu découverte, où on va dire famille, avec les enfants, ça c'est bien, où vous verrez justement que les pions sont en fait posés et donc on connaît la position de son adversaire. Et tu as le mode de jeu qui est en effet optionnel, mais qui est plus évolué et plus intéressant, qui va être justement ce dont vient de nous parler Denis, qui est le mode en aveugle, où l'on ne connaît pas précisément justement la position de son adversaire. On va le découvrir, ce qui permet d'avoir des mouvements de bluff, des surprises, des mouvements, on va dire presque cachés, pour simuler ce fameux brouillard de guerre qui est toujours en fait qui est le véritable intérêt de toute simulation. Mais alors, par rapport en effet à cette campagne de 1806, alors tu nous as apporté quelques livres, on va en profiter pour les montrer, pour voir sur quoi tu t'es appuyé. Comme c'est une simulation historique, il faut quand même se baser sur des événements historiques fiables. Donc j'ai apporté les deux ressources principales sur lesquelles je me suis basé. Donc principalement, il y a alors très bel ouvrage aux éditions Quatuor. Alors, pour les fans de Napoléon, moi je vous conseille d'aller voir sur leur site ou de les contacter. Quatuor, ce sont des ouvrages en effet qui sont magnifiques avec des reproductions, des peintures, des lithographies, des ouvrages relativement onéreux. On est sur des ouvrages à plus de 200 € en général à l'unité, mais qui sont en fait des sommes d'informations et surtout qui mélangent en fait iconographie, qualité, et puis également avec des tableaux. Avec les ordres de bataille, des troupes, etc. Donc c'est un travail de. Alors attends, celui-ci. Je vais le mettre ici. C'est un travail de Frédéric Bey. Et Frédéric Bey, pour les wargamers, c'est quelqu'un qui est assez connu dans le monde du jeu, puisque c'est lui qui a mis en place la série Jour de gloire. Donc on reste dans un circuit assez. Voilà. Ici, voilà, l'ouvrage. Et ici, alors je prends des pages un peu au hasard. Alors, des cartes. Il y a des belles cartes. Ça, c'est toujours sympa. Donc ici, on a le mouvement tournant déjà des Français qui s'opère, puisque je l'ai pris au milieu de l'ouvrage, donc c'est déjà le moment où les choses sont en cours de développement. Je vais essayer de trouver des illustrations, et après, vous avez ce type d'illustration, ici avec des reproductions, et alors normalement, il y a des... Alors j'essaie de trouver vite fait des tables, mais je ne suis pas sûr de les avoir sous la main. Bon, ça ici, vous avez des cartes avec les mouvements stratégiques. Enfin, ce sont des ouvrages relativement complets, et donc tu t'es inspiré de ces ouvrages. Oui, je m'en suis énormément servi, oui. Et tu as l'autre ouvrage. Voilà, on va dire un peu plus grand public, qui est publié ses histoires et collections, et qui redécrit la campagne, mais qui est très aussi détaillé et complet sur les uniformes de l'époque, et puis le détail des généraux, des troupes qui ont combattu vaillamment pendant ces 14 jours de campagne, puisque cette première partie de la campagne est très très brève. C'est vraiment la victoire foudroyante de Napoléon. Voilà. Et donc, comme tu précisais, l'idée de Napoléon, c'est de foncer sur Berlin. Lui, ce qu'il recherche, c'est la bataille décisive. Donc, les Prussiens sont
lent à se mettre en marche et au moment où il se mettra vraiment en marche, eh bien, Napoléon a déjà coupé l'axe de retraite des Prussiens En fait, il va remonter directement voilà, à Leipzig, voilà. sachant que le gros du corps de bataille va Et se sur- trouver sur à côté Erfurt. d'Erfurt. Donc les Prussiens vont remonter vers le nord pour justement couvrir leurs axes de ravitaillement et il va y avoir la double bataille de Iéna Il y en a qui va se trouver ici. où Napoléon va affronter à peu près un gros tiers de l'armée prussienne et ensuite, de même journée, il y aura Davout tout seul avec son corps d'armée qui va affronter à Auerstadt le reste de l'armée prussienne et le vaincre par son audace. Oui, parce que ça, c'était le Voilà. mouvement qui n'était pas spécialement prévu de la part en fait, de Napoléon. Napoléon pensait rencontrer le gros du corps Voilà. de bataille prussien sur sa route vers Erfurt, alors qu'en fait, il y a eu un mouvement justement de décalage de ce corps qui lui, qu'on pensait qu'on protégeait justement Leipzig. Ouais. Et c'est Davout qui, avec son seul corps, le troisième corps, qui va devoir faire face toute la journée lors de cette fameuse bataille et remporter en plus la victoire. Oui, et surtout, on parle toujours de Iéna, mais c'est la plus grande bataille de la journée, c'est quand même Auerstadt et c'est Davout tout seul. C'est Davout tout seul Voilà. qui va tenir tête, en effet, aux Prussiens. Voilà, à partir de là, l'armée prussienne se désagrège et on rentre dans une deuxième partie de la campagne, puisque Napoléon, lui, voulait couper la retraite de Berlin aussi pour éviter que les Russes se rejoignent aux Prussiens. Et ensuite, c'est une poursuite de cavalerie qui n'est pas très intéressante à simuler. Donc voilà, nous, ce qu'on a souhaité faire, c'est simuler ces 7 tours, c'est-à-dire un tour, c'est 2 jours de campagne, Ouais, c'est ça, c'est 14 jours de ces... L'ouverture en fait de la campagne, la campagne. avec justement les mouvements initiaux et la prise ou non des objectifs, Voilà. puisqu'en fait c'est ce qu'on va voir. Hein. Donc c'est pour ça que le jeu dure relativement peu de temps pour un jeu de simulation historique, puisqu'on va être confronté à des objectifs en fait géographiques essentiellement, même si en effet la destruction d'unités intervient. Alors ça c'était pour justement en fait, le principe même du jeu. En ce qui concerne le développement de ce jeu, Julien, parce que forcément, à quel moment toi tu as commencé à intervenir pour aider Denis à structurer ce jeu, à le rendre peut-être plus ludique, à le rendre plus accessible? Comment on part d'un matériau brut de Wargame pour en faire finalement un jeu qu'on destine quand même aux familles? Alors déjà, bon, il faut dire, Denis n'était pas à son premier coup d'essai, donc il avait quand même des bases très 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 solides sur comment faire un jeu, rédiger une règle de jeu. Ça, c'est un truc qui est assez complexe. Moi, après, c'est arrivé très très rapidement, parce qu'en fait, l'idée, un peu comme ça, on l'a eu ensemble. Donc sur la première partie, bon, il a commencé à travailler sur les grands principes, on échangeait un peu sur les idées de qu'est-ce qu'on voulait simuler, de qu'est-ce qui semblait important pour nous. Et puis après, une deuxième phase, quand donc Denis a commencé à avoir un premier prototype jouable, bah, c'est pas très très compliqué, hein, c'est du test, du test, du test. Donc c'est essayer et puis c'est travailler sur la simplification. On a vraiment eu toujours en ligne de compte, notre objectif, c'était de ne pas déroger à certains grands principes qu'on voulait garder sur le fonctionnement du jeu. Bon, Denis reviendra, on en parlera un peu après sur les fonctionnements, mais avoir de la facilité, de l'accessibilité, donc travailler sur les éléments de jeu pour que ça soit plus simple, sur les choix, on voit qu'on aura des cartes qui sont utilisées, vraiment optimiser cette partie-là. Et travailler donc sur les mécaniques et puis enlever tout ce qui était superflu. Donc vraiment là ça a été le gros travail. Et puis une fois qu'on a bien arrivé à quelque chose qui nous plaisait, où on semblait qu'on était allé au maximum, ben après c'est commencé à échanger et puis à demander à d'autres personnes des conventions. On a fait pas mal de conventions pour faire découvrir le jeu à des gens qui étaient complètement novices. Après, on l'a envoyé à des gens qui connaissaient aussi le jeu d'histoire pour avoir leur retour, comme à Guillaume, à toi. Hein. Donc on voit là l'œil de l'expert d'ailleurs qui nous a fait des bons retours. Et alors, pour moi, juste un point, ce qui est important, c'est qu'à un moment, il faut être capable de dire stop.
Parce qu'un jeu, on peut y revenir, on peut se dire ça va pas, on peut essayer des choses. Donc à un moment, il faut être capable de dire là c'est bon, on a fini, on en est à la fin, on arrête d'essayer d'inventer des choses, de mettre des choses nouvelles et autres, parce que sinon on se termine jamais. Donc ça, cette phase de réflexion, elle a été terminée en début d'année. Donc aujourd'hui, le jeu en termes de règles, il est finalisé à 99%. Bon, il y aura peut-être un petit pourcent, mais aujourd'hui, on a figé les règles, on a figé les principes et autres. Donc là, maintenant, voilà, on sait où on va, on sait ce qu'on a. Cette partie-là est terminée. Mais c'est pas simple et c'est relativement long. Et pour réussir à trouver le bon équilibre, mais c'est super intéressant. Alors maintenant qu'on a commencé à aborder le sujet justement du développement, on va revenir sur la partie graphique, ouais. avec un élément qui est essentiel pour nous joueurs de jeux de simulation, c'est la carte. Le plateau, ouais. Alors le plateau, et puisque là il faut avoir quelque chose qui soit lisible, qui soit agréable à regarder, et puis quelque chose qui corresponde bien évidemment à la réalité historique que l'on veut atteindre en termes de simulation, notamment sur les distances entre les différents points qui vont après nous donner un rapport de mouvement, donc de temps par rapport en fait aux 7 tours. Alors comment es-tu pris pour justement développer cette carte ? Alors déjà cette carte, donc on l'a travaillée ensemble au niveau de la base avec Denis pour avoir les emplacements corrects des différents points. Après je me suis documenté un petit peu sur le traitement à l'époque des cartes, tout en sachant qu'il fallait que ça reste un plateau, donc quelque chose de ludique. Donc on est sur un mix en fait entre les traitements d'époque et des traitements ludiques actuels. Voilà. Donc là-dessus par exemple il y a énormément de choses que j'ai refait au trait, donc à la plume, à l'encre de Chine, comme ça on pouvait les trouver dans les cartes d'origine. Par exemple j'ai ramené quelques originaux. Alors, par exemple, tiens, ça c'était une base, je m'étais fait un petit tracé de la carte vectorielle avec des petits villages, vous voyez, les petits villages tout petits, bon, ils sont à l'échelle 1. Il y a par exemple tous les petits ponts, donc ça c'était mes croquis préparatoires. Et puis donc après on avait où est-ce que je les ai mis? Ils sont pas loin. Et voilà, donc ça c'était la version ancrée, donc la version finalisée que j'ai ensuite multipliée en fonction des angles sur le plateau pour les rivières. Après il y a également par exemple les cités où là donc on a un travail un petit peu plus détaillé. Voilà, pour les arbres c'est pareil, on a quelques... Moi, ce qui m'a paru intéressant, ce que j'ai demandé à Nicolas, c'est qu'il avait des capacités dans 2 domaines, c'est-à-dire dans l'infographie et puis surtout aussi dans le dessin pur. Et je l'ai trouvé que c'était intéressant de cumuler, d'associer ces deux talents. Pour justement, je trouvais que c'était un traitement moderne de ce qu'on attend maintenant dans les boîtes de jeux qui sont dans le commerce. Et en même temps, je trouvais que c'était important qu'il y ait ce côté aussi historique et ancien de la carte. Donc on en a discuté avec Nicolas et puis je lui ai dit, est-ce que tu te sens capable de faire les éléments de jeu qui sont importants au crayon? Et il m'a dit ok, top là. Et puis donc je trouve que l'association des deux est assez pertinente. Donc par exemple sur la carte, on va retrouver la boussole qui va être faite avec des éléments, on va dire, plus modernes. Et puis tous ces éléments propres à la campagne qui ont été réalisés par Nicolas à la main. Et je trouve que ça en jette un peu. Voilà. Et je suis assez fier du travail qu'il a accompli. On se retrouve avec la couleur sépia, en effet, comme si c'était une carte justement, une carte d'état-major qu'on déployait avec sur le différents points sur une table. Et puis on va avoir en effet le livret qui va reprendre ici les points de victoire. Donc, puisque à partir du moment où le Français arrive à 0 point de victoire, ça c'est un peu particulier, mais il l'emporte puisque c'est le Prussien qui a les points de victoire. C'est au Français d'aller chercher ces points de victoire. Et à l'inverse, si le Prussien est capable d'aller prendre 20 points de victoire, notamment en détruisant des corps d'armée français, donc parmi ces conditions, il l'emporte. Et puis on va avoir en effet ici le porte-plume avec les 7 tours de jeu qui en effet donne le compte tour. Alors après cette carte, ce n'est pas la carte, ce n'est pas la taille. Non, c'est pas la carte. Elle est un petit peu plus grande. Voilà, on va dire. C'est toi qui as fait l'impression. Oui, là elle est un quart plus grande à peu près. Voilà, un quart plus grand, donc c'est pas non plus un vrai surdimensionné, c'est juste un peu plus grand, c'est plus agréable, c'est celle qu'on va utiliser en convention, c'est ça? Voilà, c'est ça. Pour que vous ayez montré. Bon, elle est bâchée,
ça c'est toujours agréable aussi. De toute façon, aujourd'hui, il y a des personnes qui vous permettent en effet d'avoir des cartes aussi sur bâche, donc vous pouvez les rouler, ça évite après que un certain nombre de liquide qui tombe sur la carte à l'abîme. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Alors ça c'est en ce qui concerne donc la carte. Maintenant pour tiens Germain, si tu as la couverture s'il te plaît du jeu. Voilà. Alors du coup, donc là bon, on reconnaît le patron au centre, c'est ça? exactement. Donc le patron Voilà. qui est là. Tiens, passe-le-moi. Je vais pour Alors, montrer tiens, le je travail. vais montrer quelques enchaînements. J'ai ressorti les croquis que j'avais fait à différentes étapes. Et puis donc ça c'est la version finalisée. Je sais pas si tu les vois. Si, voilà. Là j'ai mis sur caméra déportée justement pour voir en effet le travail. Donc ça c'est la version finale. Ça c'est une version intermédiaire. Voilà. Ça c'était les versions préparatoires. Donc là on est dans la bande dessinée là. On est dans l'illustration. Presque, pure. voilà, c'est ça. C'est un traitement graphite pur, donc pour chaque. Et puis recontrasté à fond pour Alors on va pour la montrer couverture. maintenant un maréchal d'Empire. Voilà, donc en l'occurrence. Né en l'occurrence. c'est né, en l'occurrence. D'accord. Davou qui commence à Ici faire ses présent, cheveux. voilà. Tu l'as mis un peu soucieux, un peu anxieux là, Davou quand même. Ouais, j'ai voulu donner un petit peu d'expression sur un peu dans le vif du sujet, parce on les veut tout le temps poser sur des choses un peu, des Et portraits puis un il va peu combattre un indécents. contre 3 quand même. Voilà, donc, ça. voilà. Voilà. Donc C'est ici, pas- Plusher, Exactement. le regard déterminé. Voilà. Et Et puis- le duc de Brunswick. Qui perdra la vie à Austerlitz. Voilà. Exactement. Donc là, plus un ancien régime, puisqu'on a affaire à cette armée prussienne qui ne s'est pas Exactement. encore réformée Voilà. et qui combat encore un petit peu sous les préceptes Du grand Frédéric. du grand Frédéric, Ouais. des illustres aïeux de l'armée prussienne. Sachant qu'il y aura donc tous les autres maréchaux traités de la même manière. Voilà, Voilà. d'accord. Alors, es-tu intervenu également sur d'autres dessins? Je vois une illustration Oui, là d'un au niveau des cartes, d'un fantassin de ligne. Alors, il y a les petites cartes, je ne sais pas si Non, c'est elles pas sont pas celle-ci. encore, voilà, elles sont Donc, pas encore. on a Donc- commencé à avoir des petites cartes avec des en symboles qualité. donc, représentant les fantassins en marche. Donc là, ce sera vraiment tout petit. Et puis, donc, Oui, mais c'est ça, c'était un autre essai de fantassin et puis un petit cavalier donc là, Voilà. pour les indications de cavalerie. voilà, donc tout le travail graphique autour. En Sachant effet. que tout ça, c'est réduit à 1 cm, je crois, sur les cartes. Ouais, exactement. Mais bon, j'aime bien travailler en plus grand au départ. D'accord. Et alors sur les aides de jeu ici, de toute façon, là, ça en revanche, ce sont des reproductions pour le moment. Voilà, Oui, l'instant, pour le c'est moment, des il y a pas le travail de mise en page n'a pas été attaqué. Ça, on va faire ça dans les semaines qui viennent. Donc ça va être traité avec une cohérence égale à ce qui a commencé à être approché avec la couverture. Et puis voilà, on va donner un petit aspect D'accord. sympa. Alors en termes de matériel, dans ce jeu, nous aurons une carte. Ça, c'est l'élément essentiel, bien évidemment. Ensuite, on va avoir les pions qui Les vont pions. être en fait ce qu'on appelle les blocs. Voilà, des blocs. Ouais, vas-y, Dans le tu jeu, peux on se appelle parler. ça des corps d'armée. Des- Donc voilà. voilà, des corps d'armée. Donc ce que je disais tout à l'heure, il y a la version, je ne sais pas si on Alors, voit attends, ici. je vais le mettre Voilà. ici. Clac. Hop, Ici. la version pour, Voilà. on va Ça, dire c'est- famille. Voilà, nous on ça, appelle c'est ça Bernadotte. les règles du conscrit, où on va jouer à plat pour permettre aux deux joueurs de prendre en compte et de prendre rapidement en compte le jeu et puis de se l'approprier les règles. Voilà. Et, Et donc ensuite, ces pions sont posés directement sur voilà, comme des ceci. zones, Tiens, reviens des sur- zones, voilà. Sur des zones et entre chaque zone, Alors, reviens voilà, ici. Alors attends, je vais mettre la plus simple. Il y a Iéna, puis Neustadt. Voilà, ça, c'est- tu me suis là? La blague. C'est bon, on y est. Voilà. Donc, on voilà, occupe les zones. sur des zones. Donc les zones elles représentent des points importants ou des carrefours importants et entre chaque zone il y a des routes qu'on appelle dans le jeu des connexions. Alors ce qui est important c'est qu'on est quand même en 1800, on ne peut pas se balader n'importe comment en faisant du tout-terrain. Donc les routes c'était les points principaux de marche des armées. Donc, ce qui est très important à simuler dans les campagnes justement de cette époque, c'est qu'on ne pouvait pas faire n'importe quoi et qu'on suivait les grands axes routiers de l'époque. Donc voilà, tout le travail, ça a été de retrouver ces axes routiers avec des cartes d'époque. Et également les ponts, bien évidemment. Et qu'on va voilà, signaler, et les qui, ponts qu'on a... qui ralentissent fortement qui ralentissent les déplacements. Les déplacements, s'ils sont détruits. S'ils sont détruits. Voilà, s'ils sont détruits, c'est sûr. le seul qui peut le faire, bien sûr, c'est le Prussien. Voilà.
Donc ensuite, ça c'est la première partie. Et puis ensuite, lorsqu'on va attaquer la partie où on va avoir un brouillard de guerre plus important, les cubes vont être joués debout cette fois-ci. C'est-à-dire que ça va permettre… Là, je les couche. Là, vous Je les les couche pour couchez. qu'on ait en effet la vision zénitale des pions. Mais sinon, en fait, il serait comme ceci. Alors, évidemment, retourner chacun, regardons. En fait, Donc chacun connaîtra le pion en question et l'adversaire n'aura que le drapeau de l'époque pour se identifier. Donc on verra que dans les règles avancées, il y a aussi des leurres, des faux pions, on va dire, qui vont permettre de berner son adversaire sur des stratégies éventuelles mises en place. voilà, puisque de toute façon, le but du jeu, historiquement parlant, c'est bien ce que tu as énoncé tout à l'heure. C'est que pour le français, c'est de monter, d'aller prendre les villes principales que sont Erfurt, Leipzig, Halle, et aussi de détruire l'armée prussienne, sachant que l'objectif principal du Prussien, lui, c'est de réussir en fait à détruire l'armée française, avec une possibilité, mais assez compliquée, d'aller couper la source de ravitaillement français à Bamberg. Oui. Mais c'est vrai que c'est un objectif qui est particulièrement compliqué à atteindre. C'est une option, mais c'est une option qui est difficilement réalisable. Alors, à part ces pions, on va avoir, comme on le voyait tout à l'heure, des aides de jeu. Gérard, si Voilà. tu peux partir de ce côté-ci, parce que là, il y a déjà des tas de petits… Voilà, ici, si tu peux réussir. Sinon, voilà, voilà. Et donc, ces jets de jeu représentent en fait C'est l'ordre de bataille. l'ordre de bataille de chaque joueur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quelle que soit la version que l'on utilise, cet ordre de bataille est masqué à son adversaire. Non ? Elle peut l'être. Dans la version de départ, normalement, non. Bon. Pour permettre Mais c'est mieux, de c'est contrôler. Ensuite, c'est mieux de cacher, puisqu'on ne connaît pas l'effectif de son adversaire. Voilà. Ce qui est important de voir, c'est que pour chaque bloc, chaque corps d'armée est attaché, on retrouvera le dessin talentueux de Nicolas sur, tiens, prends Brunswick, sur le pion. Ça c'est Brunswick. Sur le pion et sur l'ordre de bataille. Et vous avez des cubes qui sont ici soit gris, soit violets. Donc les gris correspondent à l'infanterie et les violets à la cavalerie. Donc à peu près, on est de l'ordre de à peu près 3000 hommes de troupes pour un pion un cube de gris et 2000 cavaliers à peu près pour un cube violet. Donc les Français ont la même chose, mais on ne les a pas étalés là, mais en bleu et en jaune. Et, oui, parce que là, on représente quand même une armée d'à peu près 130 000 hommes, 130 000 hommes pour les Prussiens voilà. et 160 000 pour les Français. Voilà. Donc il faut aussi… D'où l'importance du poids de chaque pion et de chaque cube en l'occurrence. Et ce qui est aussi doublement important, c'est qu'on a une deuxième ligne sur chaque corps d'armée qui sont des petits cubes oranges. Et ça, c'est ce qu'on a voulu simuler principalement, nous. Et ce qu'on ne retrouve pas souvent dans les wargames, c'est la fatigue. C'est-à-dire que on a voulu simuler que, bon, au bout d'un moment, c'était bien joli de marcher, de faire des contre-marches, de surprendre, de combattre, mais qu'à un moment, il fallait quand même un petit peu s'arrêter. Donc ces coups d'orange simulent la fatigue des corps d'armée. Et à la fin, on s'aperçoit qu'il y a une tête de mort sur cette ligne et que cette tête de mort, s'il y a trop de fatigue, le corps se disloque. Ça ne veut pas dire que tous les hommes sont morts, mais il perd sa valeur combative. Il n'a plus aucun effet sur la campagne en cours de déroulement. Voilà, donc ça amène une gestion un petit peu fine. Hein. Ça peut rappeler aussi un certain nombre de joueurs de jeux de société, les petits plans de jeu qu'on a tous devant, avec des cubes, avec tout un tas de trucs à gérer. Bon, là, c'est la même chose, mais ça va se faire au niveau du corps d'armée. Et c'est vrai que la grosse nouveauté du jeu, c'est d'amener cette réflexion autour de la fatigue. On va se rendre compte, quand on va faire la partie tout à l'heure, la deuxième mission sur l'expli party, que si vous gérez mal en fait votre fatigue, qui représente un ensemble de choses, c'est les traînards, c'est les blessés, mais ça correspond aussi au matériel que l'on perd, qu'on abandonne en cours de campagne, votre unité et votre armée est de moins en moins effective, donc on ne peut pas faire n'importe quoi avec son outil militaire. Alors ensuite, nous avons des cartes ici. Oui. Alors ça, c'est le moteur. C'est le moteur du jeu, mais en même temps, c'est pas. On dit qu'il y a des wargames qui sont pilotés par les cartes. Là, ce n'est pas le cas. C'est un moteur de jeu, mais le but, c'est pas. Le plus important quand même, c'est la stratégie et ce qui va se passer sur le plateau. Donc ces cartes, pour l'instant, c'est pas la version définitive. On a quelques exemplaires, je ne sais pas si… je les ai envoyés, voilà, je sais pas si ça peut être… qui ont été retravaillés au niveau… là, on est sur le prototype. On est au niveau graphique. Et les cartes, elles vont traiter de différentes façons. En même temps, les moteurs, les rouages du système, mais en même temps aussi un peu de chrome sur
l'historicité et les événements Sur ce qui s'est passé. sur ce qui s'est passé. Par exemple, il y a une des cartes ici qui est Pont détruit et donc qui illustre bien ce que je disais tout à l'heure, c'est que elle est grise, donc elle appartient au joueur prussien qui pourra détruire des ponts pour ralentir l'avancée des Français. Alors de toute façon, dans la séquence de jeu, puisque maintenant on va venir Oui. pour parler vraiment de la manière dont on joue, la première chose que l'on fait, c'est qu'on tire déjà chacun On tire 3 cartes chacun. 3 cartes chacun. Voilà. Et lorsque l'on a des cartes particulières Oui, avec des événements avec des événements obligatoires. obligatoires, on est obligé de les jouer. Voilà. Donc notamment, il y a l'événement pluie qui clean les 2 joueurs et qui va ralentir et provoquer de la fatigue. Donc c'est un élément obligatoire, mais qui va être aléatoire puisque il y a un certain nombre de cartes de pluie dans les 2. Voilà, sachant que deux chaque paquets. camp a son propre jeu. Voilà. Il y a un jeu de cartes pour le prussien et un jeu de cartes pour le français. Français. Voilà, et il y a des éléments en effet qui correspondent. Donc ça, c'est la première utilisation des cartes. Mhm. Deuxième utilisation des cartes lorsqu'on va les avoir donc en main. C'est les jouer pour leur événement. Voilà. C'est-à-dire que le jeu se décline en opérations. On joue à tour de rôle où il y a une opération, où l'opération va être soit de manœuvrer, soit de combattre, soit les deux. Et lors de ces opérations, on peut les agrémenter d'événements. Par exemple, si le joueur français joue la carte qui est au milieu, qui est élan, il aura un bonus dans le combat qui suivra. Voilà, à partir du moment où il décide bien évidemment de déclencher un combat. Voilà. Oui, effectivement. Ouais, Ouais. c'est ça. Donc ensuite, L'autre utilisation de ces cartes. l'utilisation, c'est pour la manœuvre. Donc il y a une valeur en haut à gauche de la carte qui correspond et qui simule les déplacements. C'est-à-dire que les déplacements vont être Donc en nombre d'espaces. en nombre d'espaces, un nombre de connexions que l'on peut franchir. Par exemple, voilà, Bernadotte, il est ici à off. Oui. Tiens, je te laisse revenir. Voilà, on le voit. On joue élan, enfin on joue la carte qui s'appelle élan, mais Oui. pas pour élan. Pour sa valeur de 3, il peut faire 1, 2, 3. Voilà. Alors, sache, Et c'est tout. il faut savoir que ces cartes sont tirées au hasard. Oui. Hein. On ne joue pas une carte de sa main, elles sont tirées au hasard. Donc ça veut Oui, dire c'est que sur le déplacement qu'on va faire va être aléatoire. Donc, On va décider en fait De qui ce que l'on active et ensuite on va Voilà. tirer la carte au hasard. Donc il y a toujours la surprise de se dire tiens c'est sympa, ils se sont réveillés un peu tard, ils n'ont pas compris les ordres ou alors au contraire le chef il était super en forme et il a réussi à faire bouger tout son corps d'armée le plus loin possible. Sachant que après il va y avoir des pénalités, plus on va loin, plus on fatigue en fait son corps. Bon, de toute façon on reviendra là-dessus. Mais dans tous les cas c'est cette carte là avec ce chiffre qui va nous donner en fait la distance. Donc de temps en temps on veut faire des trucs mais on n'y arrive pas. Voilà, exactement. Et donc, le jeu se déroule ainsi. On désigne un commandant. Je dis, par exemple, je vais bouger Bernadotte, je tire la carte et je vais la bouger du nombre de connexions indiquées au maximum. Voilà. En sachant que le paquet français va de 1 à 6 avec une moyenne qui tourne autour de 3-5. 3, 4. 3-4, Et le prussien va de 1 à 5, lui avec une moyenne de 3, on va 3, dire. c'est De ça. 3. Donc le français va un petit peu plus vite pour représenter aussi l'homogénéité et la qualité des troupes françaises de l'époque. Hein, on reste quand même sur une simulation historique, donc il faut Exactement, il faut le prendre en compte. le prendre en compte. Ensuite, une autre utilisation des cartes. Donc la carte de balayer le Je rouge, prends- dans l'ordre, c'est les Ouais, combats. Les combats. Voilà, donc les combats, il y a des ronds orange, ça veut dire qu'on va Infligé. infliger de la fatigue à son adversaire. Et donc là, là, on retourne la carte. Hein. Pour le combat, c'est aussi une Voilà, carte qui c'est est pareil, prise au c'est une hasard, carte qui qui est retournée. Et là, donc des petits cubes barrés, ça veut dire qu'on fait des pertes à son adversaire. Donc, Voilà. Donc on peut chaque, faire. Voilà, on peut, chaque cube fait une perte à l'adversaire. donc on peut ne pas faire de perte. Oui, Ouais, On ça peut arrive. causer de la fatigue, Oui. ce qui, sur le long terme, de toute façon, paiera. Oui. Et puis évidemment, le meilleur, c'est fatigue plus perte. Et là encore, il y a un petit avantage aux Français. Un petit avantage aux Français, bien Français, sûr. ils tapent fort. Et le Français, il a une chance sur 2 de faire des pertes. Son adversaire prussien, une chance sur 3. Donc, Voilà. voilà. Moins efficace. Et enfin, la dernière utilisation des cartes. Donc vous voyez, les cartes, c'est tout. Enfin, ça tourne quand même beaucoup autour de la carte. Oui. Il faut bien avoir compris en effet Oui. comment ça fonctionnait. Et la dernière utilisation, c'est en fin de tour. En fin de tour, ce sont des cartes on peut les jouer, en fait, ces cartes aussi pour la récupération. Donc, vous voyez, il y a, par exemple, sur cette carte, là, il y a 2 ronds orange qui sont barrés. Ça veut dire que si je joue cette carte, Je la défausse. je la défausse Et et, je je récupère. retire 2 Voilà, deux. cubes orange à un corps d'armée. Voilà, exactement. Donc, vous voyez, il y a une gestion assez fine en fait de. Voilà, de- elle de représente ces le ravitaillement de l'armée et l'approvisionnement en troupes. Voilà. Donc ça, c'était alors autour des cartes. Maintenant, Julien, est-ce que tu peux nous parler un petit peu donc justement de la manière de déplacer nos troupes
de la manière dont on les active. Alors, Denis a dit, hein, c'est un par un, mais avec les quelques petites subtilités justement qui amènent au fait que, à l'époque de Napoléon, on ne fait pas non plus ce qu'on veut. Hein, quand on a 40 000 gars sur une route, c'est pas évident à déplacer. Oui, exactement. Alors, tu me dis où je place. Donc, on peut simuler un peu un mouvement. Donc, allez, qu'est-ce que j'ai là? Donc, je fais passer Napoléon par. J'ai par exemple, on va dire 3 corps avec Napoléon là, qui se retrouve là. Alors, Napoléon est un chef. Donc, il y a deux chefs, ouais. il y a deux commandants en chef, Napoléon et donc Frédéric, et le commandant en chef va amener des bonus. Donc par exemple, on voit il y a des petits, bon là on voit pas très bien, mais des petits icônes sur le pion de Napoléon. Et Napoléon, il va par exemple donner un point de mouvement en plus à la pile qui va aller avec lui. Il va avoir un dé de combat en plus. Il va annuler une fatigue pendant qu'il y aura le déplacement. Donc il a quelques petits bonus sympathiques. Qu'a pas son adversaire malheureusement. Donc encore une fois, on voit qu'on a qualitativement, les Français sont quand même supérieurs aux Prussiens. Oui. Alors revenons maintenant à l'exemple. Donc revenons-en à l'exemple. Donc voilà, donc le Français a sa pile de cartes, hein, donc il a quelques cartes en main, il a sa pile de cartes. Donc il va décider, voilà, je vais déplacer. Donc il va avoir 2 possibilités. Soit il va déplacer, par exemple. Il se dit, je déplace l'ensemble de mon armée, qui est donc de mes 4 corps. Et là, alors avant de le déplacer, il faut juste vous préciser une chose. Avant. Il y a des complications à faire bouger tous ces gens-là ensemble. Plus Exactement. on est nombreux, moins on va loin, plus ça coûte Voilà. en fatigue. Voilà. Donc, plus on est nombreux et moins on va aller loin. En fait, à chaque corps au-dessus de 1, on va perdre un point de déplacement. Quoi, voilà, ça signifie l'embouteillage, l'encombrement. Tout l'art de la guerre à l'époque était d'arriver à se déplacer et se concentrer au bon moment de la bataille. Donc c'était très compliqué de bouger des masses énormes de troupes, hein, parce qu'on ne pouvait pas faire passer 40 000 hommes sur le bas-côté en se doublant. Donc tout l'art du jeu, et c'est ce qu'on a essayé de simuler, c'est pouvoir se déplacer et pouvoir se concentrer pour la bataille décisive. Et ça, c'est pas facile à maîtriser lorsqu'on joue à Napoléon en 1806. Exactement. Et donc, c'est un peu ça, l'enjeu stratégique, c'est ça. C'est arriver à attraper l'autre, entre guillemets, en ayant le plus de force possible, mais en réussissant à gérer son déplacement. Donc c'est un des points, la manœuvre, hein, c'est vraiment ça, c'est la manœuvre. Donc ce qui fait qu'ici, soit on décide de déplacer tout le monde, soit on peut décider de ne déplacer qu'un seul corps. On peut les déplacer un à un. Voilà. Alors après, on peut avoir des grosses surprises parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qu'on va tirer. Et non. Donc on va se dire, hop, je déplace Soult tout seul, et puis bon, je tire ma carte. Voilà. Bon, là, je fais 3 parce que je veux aller chez Württemberg pour. Donc on va déplacer donc 1, 2, 3. Donc là, il n'y a pas de problème, on y arrive. Mais imaginons qu'on ait eu pas de chance et qu'on ait tiré un 1, on se retrouve ici, on est là, et le problème c'est qu'on ne peut pas avancer et traverser un corps ami. On bloque. On bloque. Donc là, tout de suite, la grande manœuvre stratégique qu'on avait imaginée, elle ne fonctionne pas. Voilà, c'est ça. Donc par contre, de l'autre côté, on peut se dire, allez, je prends le risque, j'active Napoléon et ses 3 corps. Le problème c'est que j'ai 2 points de mouvement en moins. Mais comme c'est Napoléon, Comme j'ai un c'est bonus, Napoléon, j'en ai un de plus. j'en fais sauter un, Voilà. donc j'ai Et donc moins là, 1, et là je tire avec Je tire ma carte, et là avec le 6, là, Napoléon, aucun ça y est, problème. l'exemple. Donc là, c'est quand même 6 moins 1, ça fait quand même un 5. Ça fait quand même Mais un ça veut dire qu'on arrive et tous ensemble, et puis voilà. on va rendre une petite visite à Württemberg. qui là est un peu mal parti. Voilà, qui est un petit peu mal parti. Voilà. Donc c'est un peu comme ça que ça marche. Donc ça, c'est le grand principe du jeu. Donc vous voyez que c'est quand même pas très compliqué non plus à appréhender, parce que là, ce qui est important, hein, c'est de montrer que le cœur de la mécanique. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, c'est quand même un jeu famille, hein, puisque là, on décide de bouger un pion, on retire une carte, on voit une valeur. Ce pion, on le déplace après en fonction de ce que l'on veut faire. Hein. Si on ne veut pas bloquer la route, on l'envoie ailleurs pour justement laisser passer d'autres troupes éventuellement. Et finalement, ça s'enchaîne comme ça. Donc, c'est chacun à son tour jusqu'à ce que l'on décide de ne plus bouger de corps d'armée ou jusqu'à ce qu'on n'en ait plus à bouger en fait. C'est ça, exactement. Donc le jeu est relativement interactif, c'est pas le jeu traditionnel comme on disait chez nous, you go, I go, hein, où on attend pendant un quart d'heure que l'autre ait joué. Là, il y a plus d'interaction, on regarde, et ça permet surtout de réagir à ce que fait son adversaire. Puisque je pense que c'était quand même un élément clé de dire, voilà, il y a quand même une capacité de réaction. Et si on parle on a parlé un peu du développement, l'idée de carte est venue assez rapidement. Bon, aujourd'hui, c'est un élément ludique qui est devenu de plus en plus commun dans les jeux et qui permet des simplifications énormes. Donc là, par exemple, avec les cartes, on gère le déplacement, le combat et autres. Donc on n'a pas besoin d'avoir des
d'avoir des tableaux, d'avoir des calculs, de rapports de force, des choses. On voulait vraiment simplifier. Les cartes offrent ça. Et ce qui est vraiment intéressant aussi avec le kart, c'est qu'en travaillant sur le deck, on va pouvoir donner des spécificités. Donc, comme on dit, on donne des spécificités aux Français qualitativement, meilleure manœuvre, meilleur au combat, meilleure récupération, ce qui est un peu normal. Et de l'autre côté, le Prussien est moins bien loti de ce côté-là, mais ça représente vraiment ce qu'étaient les deux armées à l'époque. Donc on arrive à simuler avec des choses simples des éléments qui sont complexes. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et par contre, ça ne veut pas dire, mais on en reviendra, que le Prussien, parce qu'on pourrait se dire, ça sera juste, oui, celui qui joue. Parce que là, ce que je Prussien, voudrais que l'on montre, c'est dans notre exemple, puisque nous y sommes, le combat. Voilà, alors prenons cette situation. Alors, il y a certaines cartes qui permettent éventuellement d'avoir des mouvements de renfort. Imaginons que ce ne soit pas le cas et que notre ami Frédéric III, qui même s'il était là, n'ait pas pu rejoindre et que Wurtemberg se soit fait en fait donc surprendre dans sa bonne vieille ville de Orduf, là, par le patron avec Augereau, Soult et Bernadotte. Alors comment se passe le combat maintenant entre ces différentes entités? Vas-y. Donc, joue le français. Ça sera, joue le français. Donc là, il va falloir se repencher sur l'ordre de bataille. Donc si tu peux revenir sur l'ordre de bataille. Et c'est là que tout se joue. Voilà, l'ordre de bataille français également. Voilà, on a l'ordre de bataille français. Donc, si tu peux faire un zoom, enfin dézoomer. Voilà. Si on prend par exemple le cas, je vais prendre Augereau qui est ici. Voilà. Et on va dire qu'il est dans la situation de début de campagne où il va avoir, c'est indiqué, 4 cubes bleus, 4 cubes d'infanterie et un cube de cavalerie. Donc on va les mettre. Donc dans sa situation, voilà, on n'a pas tout déployé. Donc vous voyez ici, on va regarder l'ordre de bataille et on va regarder combien de cartes de combat on va tirer pour Augereau. Donc ici on est sur cette deuxième partie de l'ordre de bataille. Donc ici, il y a un symbole de cartes. Donc on va tirer 2 cartes de combat pour Augereau. De la même manière, on va regarder pour Soult et Bernadotte. Soult, ils sont en début de campagne, il va en tirer 2. Bernadotte, c'est le Bernadotte, il va en tirer 2 aussi. Il a 7 unités. Et puis, comme on est en compagnie de l'empereur, qui est en plus quelqu'un de quand même fort stratégiquement, on va tirer une carte supplémentaire. Et si on regarde maintenant l'ordre de bataille prussien, le pauvre Wurtemberg, lui, il va tirer que 2 cartes. Parce qu'il est à plus de 5 unités. Voilà. Donc, vous avez vite compris pourquoi il ne faut pas se faire coincer seul de l'autre côté des bois. Voilà, mais donc c'est un peu. Donc ensuite, on retourne les cartes qu'on a tirées et on regarde les cartes en rouge. Voilà. La partie rouge de la carte qui indique les pertes de chacun. Bon, alors ici, Ici, ça c'est le résultat du Prussien. Donc comme vous le voyez ici, c'est 2 fatigues, 2 pertes. Avec l'énergie du désespoir, parce que quand même, je vous rappelle que le Prussien n'a qu'une chance sur 3 de faire des pertes. Donc Guillaume, tu t'es bien battu. Par contre… en revanche, en face, c'est quand même la déferlante. On va les poser. Donc ça veut dire déjà une fatigue, une perte. 2 fatigues, une perte, encore une fatigue, une perte. Ah bah une petite fatigue. Tiens. Ici, 2 fatigues, une perte, une fatigue, une perte. Je pense que Wurtemberg est mort. Voilà. Parce qu'à chaque fois que vous prenez une perte, vous retirez un petit cube. Vous voyez, il en a 5. Donc je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, il a été complètement désagrégé. Et alors en termes de fatigue, ça aurait été intéressant parce qu'il aurait pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je crois que les fatigues, on monte à 8. Hein. À 8, à 9. À 9, ça veut dire que de toute façon, même si on n'a pas subi l'ensemble des pertes, on considère que le corps est complètement désorganisé et n'est plus apte en fait à combattre. Donc ça veut dire que là, dans ce combat-ci, vous voyez, c'est très simple comme résolution. Là, le rapport de force, évidemment, est complètement outrancièrement en faveur du Français. Mais Wurtemberg, en fait, est rayé de la carte, il disparaît. Les Français prennent en fait la ville. Et comme en fait, le Wurtemberg a disparu, les Français prennent les points de victoire. Qui sont de 1 point de victoire par cube, mais comme Wurtemberg en a quand même infligé 2 à l'armée française, il faudra retirer sur ce score de 5 les 2 points infligés par les vaillants prussiens. Voilà, ça veut dire, sachant que donc la conséquence, on démarre à combien là maintenant? On démarre à 10. On démarre à 10. Donc si les Français arrivent à détruire les 5 de Wurtemberg, on descend de 5. On va à 5. Comme je l'ai dit, à 0, il y a une victoire automatique française. Comme il a infligé 2 pertes aux Français et que le rapport fonctionne de la même manière, on remonte de 2, on est à 7. Voilà. Donc finalement, le bénéfice net de ce combat, c'est d'avoir apporté 3 points de victoire aux Français. Sachant que lorsqu'il prendra des villes comme Erfurt,
Combien de points de victoire a fait 4. 4. Mm. Leipzig, 3. 3. Halle, 3. 3. Voilà. Et donc, c'est de cette manière que le Français Ouais. l'emporte. Il doit détruire, en effet, le Prussien et prendre également des villes. Et le but du Prussien, bien évidemment, lui, pour pouvoir monter à 20, sachant qu'il démarre à 10, ça va être de réussir à faire exactement l'inverse, Mm. d'isoler un corps français qui se serait un petit peu Oui. trop présomptueusement avancé quelque part, de le Et gagner briser. du temps. Et gagner du temps. Et bien évidemment, après, de gagner du temps, car si à la ouais. fin du 7e tour, le Français n'a pas réussi à gagner, que se passe-t-il? C'est le Prussien qui gagne. C'est voilà. le Prussien qui Voilà. l'emporte. Et ouais, à la fin de chaque tour, tant que le Prussien conserve Erfurt, Halle et Leipzig, il marque un point de plus. Voilà. Ce qui montre qu'en fait, le Français ne remplit pas son objectif Voilà. stratégique. Voilà. Et on ne peut pas avoir de match nul. Non. Non. Pas de C'est match ça, nul. c'est ça, le truc. Ah non, mais c'est important, il y a des wargames, il y a des matchs nuls. Là, il n'y a pas de match nul. Ici, c'est voilà, Ou on gagne ou on perd. on gagne ou on perd. Voilà. En ce qui concerne les mécaniques de jeu, je pense qu'on a fait à peu près le Oui. tour. Ouais. Alors, il y a un point sur lequel justement on revient, avant de parler de la maison d'édition Chaco, c'est est-ce que le Prussien il a une chance de gagner à ce jeu? Alors voilà, je crois que Une question qui fâche en fin d'émission. le plus gros boulot, ça a été justement Hein d'arriver dans une situation tellement asymétrique, d'arriver à faire un jeu qui soit intéressant pour les deux joueurs. Donc c'est vrai que l'essentiel des tests et puis des modifications avec Julien, ça a apporté là-dessus, c'est comment doser les choses pour que ça soit intéressant pour jouer prussien. Alors, ce qui est bon, on a fait énormément de tests et on s'est aperçu quand même qu'avec les tests, les Prussiens ils gagnaient quand même à 60% les Ça, c'est parce que c'est Denis. Ouais. Denis est un joueur redoutable, il ne faut pas jouer avec lui. Mais, quand vous Non, jouez avec mais des ouais. joueurs normaux, en tant que Prussien, Ouais. on a quand même un peu des sueurs froides. On a Celui des qui se fait plaisir, surfroides. c'est quand même le Français. Oui, pas toujours parce qu'il est quand même Justement, stressé. non, mais là, il faut alimenter. Là, Il est quand même très stressé par le contour. par le contour. Donc les points, il voit le contour qui avance très vite. Il faut savoir quand même que pour arriver au contact de l'armée prussienne, il va déjà avoir au moins 1 ou 2 tours qui vont être nécessaires. Donc déjà on arrive au tour 3. Donc on arrive au tour 3, Il y a le déjà plus le de Prussien ici, il est déjà à à 12. 12. Donc 12, ça veut dire quand même 12 cubes à faire disparaître chez son adversaire. Ou prendre des villes. Ou prendre des Erfurt, villes. par exemple. Voilà. Donc le rôle du Prussien va être de ralentir au maximum le Français, de lui faire peur, et en même temps d'essayer d'attraper un corps isolé. C'est Et ça. ça, à un moment, le Français, il est tellement dans la précipitation qu'il va à un moment être obligé de scinder ses troupes. Pour À un moment, le pouvoir- Français doit prendre des risques. Il ne va pas prendre Voilà, des il y a risques. toujours une opportunité. Il y a toujours une Et opportunité. l'objectif, ça a vraiment été c'est vrai quand on est le Français, on arrive, on se dit, ah, j'ai Napoléon, j'ai ma belle armée, j'ai plus d'hommes, je suis meilleur, j'ai meilleur. Donc on a un sentiment aussi de confiance qui s'installe. En plus, on a donc le sentiment qui arrive, qu'on a voulu simuler, il faut aller vite, parce qu'il faut aller. Et donc, de fait, dans les premières parties, on ne fait pas forcément attention et on se fait avoir. Parce que si l'autre à côté, il a bien compris les choses, on peut vraiment se faire surprendre. Donc, c'est pas forcément les premières parties, on est parfois surpris parce qu'on n'arrive pas forcément en tant que Français à évaluer que on peut se faire battre par les Prussiens, tout simplement. Et malheureusement, si la Davout se fait malheureusement attaquer par 2 tiers de l'armée, souvent ça tourne quand même à l'avantage du Prussien. Donc c'est un jeu asymétrique où justement il faut savoir maîtriser les propres qualités de son camp et Voilà, surtout de c'est conserver la vision stratégique. Il faut savoir que comme le Français va se déplacer plus, il va se fatiguer plus. Aussi. Et donc le Prussien va essayer d'attraper un corps fatigué pour lui faire dépasser les 8 points de fatigue et le faire disparaître de la carte. Voilà, c'est un peu sa stratégie. Et puis on a bien évidemment, c'est ce que on disait tout à l'heure, hein, l'intérêt quand même du jeu, c'est de jouer en aveugle, de pas savoir pour pouvoir avoir du bluff. Parce que lorsque le Français ne sait pas complètement où se trouve le corps de bataille prussien, il est aussi un peu plus lent dans sa manière de se déplacer. Alors qu'en effet, lorsque tout est ouvert, c'est vrai que c'est plus facile pour le Français de faire un petit peu bulldozer, mais c'est pour ça qu'il y a les 2 options. On commence par découvrir le jeu en ayant les pions ouverts, et une fois qu'on le maîtrise bien, là on peut rentrer dans cette phase de bluff qui permet d'avoir des stratégies qui soient différentes pour obtenir son résultat. Bon, Nicolas, toi, tu as découvert des choses autour de 1806 quand tu as travaillé en tant qu'illustrateur, ça t'a apporté des sources d'inspiration, des choses? Ouais, pas mal au niveau de la période historique. Après, il y a, je pense, un panel assez large de possibilités d'exploitation de la période napoléonienne sur ce principe-là. C'est-à-dire qu'on peut imaginer, je ne sais pas d'ailleurs si c'est prévu. D'autres opus? On va en parler, on va en D'autres parler. Waterloo, On va en parler.
voilà, la mécanique de jeu semble plutôt sympa. Et alors pourtant, en tant qu'illustrateur, j'ai pas du tout maîtrisé les règles du jeu. Hein. J'ai pas encore testé le jeu, mais je pense que ce qui est vraiment intéressant, c'est le côté hybride. Hybride, jeu de société, jeu d'histoire. Et ça, je crois que c'est un véritable intérêt pour ce type de jeu. Ça permettra d'élargir au plus grand public l'histoire. Voilà. Alors justement, parlons maintenant pour finir de Chaco, donc une nouvelle société. Donc Chaco, alors ça, de jeux d'histoire. Oui. Ça sera Chaco. Alors on prononce Chaco ou Chacos. Nous on disait les Chacos Boys. Enfin bon, on s'amuse bien avec l'origine, l'étymologie, c'est les Hongrois, c'est les alors, coiffes. C'est des coiffes militaires qui datent d'un petit moment maintenant, qui étaient portées par des unités, surtout la cavalerie à la période napoléonienne. Aujourd'hui, on a encore certains corps français qui portent les Saint-Cyriens notamment, qui portent le shako. C'est un mot qui va parler à tout le monde au niveau international, parce que nous aussi, ça permet de dire qu'on a la volonté de faire le jeu en français et en anglais. Donc ça va être un jeu qui va être à destination du monde entier. Donc il fallait trouver effectivement un nom, donc on a eu une petite séance de brainstorming pour réussir à trouver un nom qui rappelle un peu la chose militaire, parce qu'on est quand même sur un jeu d'histoire militaire, et qui rappelle un peu le napoléonien, mais ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas explorer après d'autres périodes, parce que l'objectif, c'est pas de s'arrêter à Napoléon 1806, c'est éventuellement de pouvoir exploiter derrière sur d'autres campagnes napoléoniennes, parce qu'il y a plein de campagnes napoléoniennes qui ont vraiment des intérêts. Bon, Waterloo, par exemple, effectivement, Austerlitz. Bon, après, il faut trouver la campagne napoléonienne qui soit sympathique en termes de simulation et qui soit adaptée au format de jeu. Mais comme je disais aussi, moi, je me suis mis de mon côté à créer un jeu. Moi, je suis très très fan de la Première Guerre mondiale. Donc là, dans les cartons, il y a un jeu qu'on avait mis un peu de côté, là, mais je pense que si Napoléon 1806 fonctionne, on va se remettre dans l'étrier rapidement, qui va permettre de simuler au niveau stratégique la campagne, les débuts de la campagne à l'ouest, donc entre les Allemands et les Français, et en gardant toujours les mêmes principes, c'est-à-dire l'utilisation de cartes, l'importance de tout ce qui est fatigue dans les déplacements, voilà, donc un mécanisme qui est un peu différent. Et pour se lancer, on n'a pas fait dans l'original. Aujourd'hui, financement participatif. Donc vous partez sur un Kickstarter. Voilà, un Kickstarter. Donc pourquoi ? C'est pas compliqué, c'est pour l'argent, pour avoir les sous. Il ne faut pas se leurrer, on ne va pas tourner autour du pot. Aujourd'hui, moi je suis un grand fan de tout ce qui est financement participatif, parce que moi je suis chef d'entreprise à côté dans la vraie vie. Et aujourd'hui, le financement participatif, c'est une façon de mobiliser des fonds pour des gens qui n'en ont pas forcément et leur permettre de réaliser leurs rêves un peu. En supprimant l'incertitude financière, parce qu'aujourd'hui, si vous allez voir le banquier avec votre beau sourire, j'ai un jeu sur la campagne de Prusse en 1806, est-ce que vous voulez bien me prêter de l'argent ? Ça risque de ne pas marcher. Moi, je sais, en tant que chef d'entreprise, qu'on arrive avec des dossiers solides, déjà, on a du mal. Alors là, quand on arrive avec quelque chose comme ça, on n'y arrive pas. Donc, le financement participatif, c'est un mode de financement. Moi, je suis très fan de ça. Donc, j'en ai parlé à Denis. Alors, lui, lui, c'est le créateur. Quand on commence à parler d'argent, de TVA, de société, oui, je te laisse faire. Donc, c'est très bien, parce que on est assez complémentaires à ce niveau-là. Et donc, on est sur un financement participatif, donc sur la plateforme Quickstarter, parce qu'on a une volonté internationale. Donc, c'était la plateforme qui nous semblait la plus... Et à partir de janvier, c'est ça ? Et qui débutera janvier, première quinzaine de janvier, a priori. Donc, la date est calée et autres. Les contacts fabricants, enfin, tout est prêt pour se lancer. Et maintenant, on fait un peu de relation publique, là. Ah, c'est ça. Et voilà. Donc... écoutez, c'était la présentation de Napoléon 1806. Donc vous ne restez pas très loin, parce que nous aurons maintenant l'expli partie sur un début de partie, le début de campagne, pour vous montrer justement comment tout ceci se met en route. Alors on a parlé donc du jeu, du principe, vous avez découvert la mécanique, vous avez découvert
l'équipe de Chaco. Nous avons parlé des illustrations et Nicolas nous a parlé de son travail. C'était Belli Ludi, donc Napoléon 1806. Je vous dis, on vous dit à bientôt. Merci de l'accueil. Et puis on attaque le début de campagne et vous allez voir. Je sais pas si. Non, j'ai peut-être joué le Prussien. Hein, Oui. voilà. Et puis on va montrer comment on va chagner les LAN et les Davou un petit peu audacieux, là, ambitieux, qui veulent un peu rentrer chez nous trop rapidement. Voilà. Bon, on se dit à tout à l'heure. Et puis, profitez parce que c'est l'heure du déjeuner.